la crise russo-ukrainienne a atteint son apogée avec l'incursion de l'armée ukrainienne sur le sol russe. C'est pour la première fois que nous avons une incursion de cette ampleur. Selon vous, quelle est votre analyse et quelles sont les conséquences par rapport à cette attaque? Que va faire la Russie et surtout leur leader Vladimir Poutine? Je crois que ce qu'il faut d'emblée rappeler qu'il s'agit effectivement de la première incursion physique, c'est-à-dire des troupes qui entrent véritablement en profondeur sur le territoire russe. Ça, c'est véritablement une première, même si dans le passé, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a eu des frappes ukrainiennes sur des objectifs militaires russes sur le territoire russe. Je crois que les Ukrainiens, aujourd'hui, et je parle évidemment de Volodymyr Zelensky, poursuit un triple objectif avec ces incursions. Le premier objectif, il est d'ordre militaire, bien évidemment, c'est d'essayer de prendre de vitesse l'armée russe et de frapper là où elle s'y attend le moins. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître que l'effet de surprise a été total. Le deuxième objectif, il est d'ordre politique, puisqu'il s'agit pour Volodymyr Zelensky de pouvoir envoyer un signal fort à son opinion publique sur sa détermination et sur sa capacité à pouvoir résister contre la Russie qui, comme vous le savez, a une armée extrêmement puissante en dépit du fait qu'elle a été confrontée ces derniers mois à d'énormes difficultés. Enfin, le troisième objectif est d'ordre stratégique parce que vous le savez, nous sommes véritablement au cœur de la stratégie du fight and talks au moment où se multiplient les appels pour des discussions, pour des négociations, pour des pourparlers. Eh bien, Volodymyr Zelensky essaye de pouvoir engranger des bénéfices sur le terrain de manière à avoir des choses à mettre sur la table au moment des discussions. C'est donc, je dirais, conforme à la stratégie que poursuit Kiev depuis maintenant plusieurs mois. Il faut rappeler par ailleurs qu'un des éléments qui sera déterminant dans les prochains mois, on pense évidemment à l'échéance des élections américaines, ce sera le résultat de cette élection, car si d'aventure Donald Trump devait être élu pour la deuxième fois à la Maison-Blanche, cela mettrait véritablement l'Ukraine en difficulté, puisque, on le voit dans la campagne, les appels se sont multipliés pour laisser aux Ukrainiens le soin de régler leurs propres problèmes, puisque l'Amérique est dans une dynamique de recentrage avec le duo qui est composé par Donald Trump et son vice-président. A l'inverse, si Kamala Harris l'emporte, cela pourrait impulser une dynamique nouvelle et donner peut-être à Volodymyr Zelensky de plus grandes marges de manœuvre de manière à pouvoir précisément arriver en position de force en cas de négociation. Est-ce que ce n'est pas risqué pour le président ukrainien de prendre une telle décision, sachant qu'il était le premier à prôner une discussion avec la Russie? Est-ce que cette stratégie va changer la manière de faire du président russe ou il sera encore déterminé à en finir avec le pouvoir de Kiev? Vous savez, c'est vraiment à qui tout double que joue Volodymyr Zelensky. D'un côté, il y a effectivement cette volonté affichée de pouvoir résister à l'envahisseur russe, parce que vous savez que sur le plan intérieur, Volodymyr Zelensky a été fortement affaibli par des affaires de corruption. Il a dû limoger un certain nombre de responsables politiques et militaires, et donc il est important qu'il reprenne d'une certaine manière l'initiative. Il doit aussi envoyer un signal à l'Occident pour montrer que l'aide qui est apportée à l'Ukraine sert au moins à quelque chose, mais là où ça pourrait s'avérer risqué, c'est que Vladimir Poutine est imprévisible. Et vous savez, l'armée russe dispose de capacités militaires à nul autre pareil, et il ne faudrait pas que la multiplication de ces incursions amène Vladimir Poutine à prendre une décision aux conséquences incalculables. Henri Désiré Nzouzi, nous quittons l'Europe pour aller aux États-Unis d'Amérique. La campagne américaine a pris une toute autre allure avec la désignation de Kamala Harris. Et Kamala Harris aussi a choisi son colistier. Pourquoi la donne change sur le terrain électoral? Pourquoi pensez-vous que Donald Trump a des difficultés à affronter sur la bataille électorale sa challenger
Kamala Harris? Vous savez, le principal adversaire de Donald Trump, ce n'est pas Kamala Harris, c'est Donald Trump lui-même, en fait. Parce que, au fond, la ligne de défense, pour ne pas dire la ligne d'attaque frontale qui était la sienne lorsque Joe Biden était encore candidat, c'était de l'attaquer notamment sur son incapacité à gouverner et sur son âge. Aujourd'hui, avec Kamala Harris, nous avons une candidate qui a quasiment 20 ans de moins que Donald Trump, et ça veut dire que toute sa stratégie devient inopérante, et de ce fait, il multiplie à la fois les bourdes, mais aussi, je dirais, les déclarations qui, malheureusement, pourraient à terme se retourner contre lui. Parce que, puisqu'il ne peut pas utiliser l'argument de l'âge sur Kamala, eh bien, il se réfugie dans l'argument ethnique, les origines, s'attaquer à la femme qu'est Kamala. C'est vrai qu'en 2016, par exemple, lorsque Donald Trump était opposé à Hillary Clinton, le sexisme très affiché, ce côté misogyne de Donald Trump n'avait pas effrayé une partie de l'électorat féminin qui avait effectivement souhaité peut-être confier son avenir à un homme. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, car je rappelle quand même qu'il y a eu entre-temps ce procès contre Donald Trump qui mettait en présence justement une femme, et cette propension à chosifier la femme, à la traiter de manière irrévérencieuse et avec beaucoup de mépris, peut aujourd'hui trouver un écho favorable au sein des femmes qui sont plutôt d'obédience républicaine et considérer que, tout bien réfléchi, la femme mérite effectivement d'être respectée. Mais au-delà de tout cela, il faut noter par ailleurs une forme d'affolement dans le camp des républicains, parce que beaucoup avaient misé effectivement sur un maintien de Joe Biden avant son renoncement, mais on voit que la dynamique impulsée par Kamala Harris dans sa campagne, avec notamment l'afflux de dons importants lui permettant de mener une campagne longue et efficace, perturbe fortement les plans de Donald Trump, qui aujourd'hui, maintenant, multiplie effectivement les écarts de langage, ce qui, d'une certaine manière, n'est pas tellement surprenant, mais qui, surtout par ses déclarations, commence de plus en plus à poser problème dans une certaine opinion qui s'interroge effectivement sur ses capacités à pouvoir diriger une Amérique, je dirais, de manière paisible, de manière tempérée, de manière modérée, sans opposer les Américains, sans dresser les Américains les uns contre les autres, parce qu'il faut bien le dire, c'est malheureusement ce qui semble se dessiner dans la stratégie de communication de Donald Trump. Est-ce que le choix de Kamala Harris est un bon choix? Parce que Biden, en allant, n'a pas laissé la main libre à son camp de choisir un candidat, et lui, de manière précipitée pour certains, a désigné directement Kamala Harris, sans oublier un autre cas de figure où une femme a été désignée, Hillary Clinton, face à Donald Trump, mais elle n'a pas pu être élue. Est-ce que cette fois-ci, le Parti démocrate a cette chance de voir une femme à la tête des États-Unis? Est-ce que, selon la culture américaine, les Américains sont prêts à avoir une femme comme président de la plus grande puissance au monde? Alors, d'abord, s'agissant du choix de Kamala Harris par Joe Biden, ce choix est naturel. D'abord parce qu'elle est la vice-présidente en exercice, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il faut savoir que dans la tradition électorale américaine, lorsque un parti décide de se choisir un autre candidat, eh bien, il perd le bénéfice des dons qui ont été accumulés par le candidat qui renonce, et donc il faut reprendre les choses à zéro. Le contexte est un peu différent lorsque vous avez une candidate ou un candidat issu du même camp, mais qui surtout assume la plénitude des fonctions ou du pouvoir en tant que vice-président des États-Unis. Vous parliez de Hillary Clinton, nous sommes dans un contexte totalement différent. Je rappelle que, entre-temps, nous avons fait l'expérience d'un président américain de couleur, et je pense que de ce point de vue-là, les Américains sont tout à fait ouverts aujourd'hui, ouverts d'esprit en tout cas, pour pouvoir confier leur destin à une femme qui plus est serait une femme
de couleur. Je pense que le débat ne se pose plus à ce niveau-là. Ceux qui seraient tentés d'utiliser l'argument racial pour discréditer pourraient avoir la mauvaise surprise. Je pense évidemment à celles et ceux qui pensaient que Barack Obama n'aurait aucune chance, mais qui a surpris tout le monde. Nous avons vraiment basculé dans une toute autre dimension, dans une autre époque, où maintenant vous avez un certain nombre de valeurs qui sont communes à toutes les communautés et sur lesquelles on peut effectivement s'accorder. Maintenant, il y a aussi un autre problème, c'est le mobile et l'opportunité. Aujourd'hui, qui pouvait être le mieux placé et en capacité, tout en ayant l'expérience nécessaire, de faire face à un ancien président des États-Unis? Je pense que de ce point de vue-là, Kamala Harris était la seule personne qui, aujourd'hui, pouvait véritablement s'engager dans la bataille. Parce que vous savez, lorsque le débat aura lieu entre les deux candidats, vous aurez des questions qui sont liées, bien évidemment, à la gouvernance américaine, et qui, mieux que Kamala, aurait pu justement défendre un bilan qui, il faut bien le dire, n'est pas aussi mauvais que le prétend le camp républicain. Ce sera argument contre argument, et les Américains devront se forger leur propre opinion et décider en leur âme et conscience qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, pourra présider à leur destinée. Les États-Unis soutiennent l'Ukraine face à la Russie. Les États-Unis soutiennent Israël face à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Est-ce que quelque part, ils vont se dire, vaut mieux choisir un mal nécessaire, le monde sera plus tranquille et on va se pencher plus sur les questions des Américains et l'Amérique? Alors, il faut vraiment que ceux qui nous suivent prennent véritablement conscience d'une chose. L'Amérique sera toujours aux côtés d'Israël. Quelle que soit l'administration, il y aura peut-être des inflexions, mais le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël ne changera pas. Que ce soit Trump ou Kamala Harris qui soit élu, nous aurons véritablement un soutien franc et massif des États-Unis par rapport à Israël. La question est totalement différente par rapport à l'Ukraine, parce que vous savez que Joe Biden et son vice-président estiment que les États-Unis ne peuvent plus jouer les gendarmes du monde. Ils dépensent des sommes considérables. Vous avez vu les interminables débats qu'il y a eu au Congrès américain notamment et au Sénat pour réduire l'aide à l'Ukraine. Il y a même eu des blocages qui ont mis en péril, d'une certaine manière, la diplomatie américaine et sa capacité à se projeter, justement, dans la résolution des crises. De ce point de vue-là, l'Amérique, avec Trump et son vice-président, c'est d'abord « Make America Great Again » et rien d'autre. Et surtout, avec le corollaire qui est « Occupons-nous de nos propres affaires ». Ce que nous consacrons comme aide à l'étranger, soit comme soutien financier pour des opérations militaires, ou soit comme des aides diverses et variées, devrait d'abord et surtout profiter aux Américains. Vous avez des catégories d'Américains qui sont complètement déclassées. On pense évidemment à ceux qui vivent dans les pays, dans les États que l'on considère comme les swing states, hein, ceux qui pourraient éventuellement faire la décision au soir du 5 novembre prochain. Voilà, donc c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ce recentrage vers une Amérique qui, du point de vue des républicains, a connu sur le plan économique un déclin, avec une disparité géographique en termes de revenus, en termes, je dirais, de perspectives d'avenir. Tout cela a fait réfléchir certains ténors du Parti républicain, qui trouvent d'ailleurs un écho favorable dans le discours de Donald Trump, qui veut véritablement d'abord et avant tout s'occuper de l'Amérique. Et je pense que les Occidentaux devraient aussi pouvoir le comprendre et considérer que le temps de l'Amérique qui était constamment au chevet des Occidentaux avec son parapluie, ce temps-là est révolu. Et je pense que de ce point de vue-là, tout le monde a intérêt à se réveiller.